vous regardez RTL. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour vous interroger à mes côtés, Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Bonjour. Bonjour. Et Christophe Jacubizine de TF1 LCI. Et puis dans cette émission, c'est aussi Marie-Pierre Haddad qui viendra nous rejoindre de la rédaction numérique de RTL pour relayer les interpellations, interrogations que peuvent avoir les internautes, les spectateurs, auditeurs qui vont vous écouter. Elle viendra à la fin de la première partie de l'émission, puis en seconde partie également à la fin de l'émission. Alors pour vous interpeller, rien de plus simple, Facebook ou Twitter, hashtag Le Grand Jury. Nous allons bien évidemment, Madame Borne, évoquer le dossier épineux de la SNCF dont vous êtes en responsabilité. C'est vous qui allez être à la manœuvre sur cette réforme attendue. Mais d'abord, quelques questions d'actualité et notamment, jeudi prochain, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et le gouvernement prépare un texte de loi, Marlène Schiappa en est en charge, la secrétaire d'État en charge de l'égalité homme-femme, qui vise à instaurer une amende pour outrage sexiste allant de 90 à 750 €. Madame la ministre, est-ce que vous souhaitez que cette amende soit généralisée dans les transports en France ? Alors, vous savez que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est la grande cause du quinquennat et il y a effectivement encore beaucoup de chemin à parcourir, que ce soit sur les problèmes de harcèlement, de violence dont les femmes sont encore trop souvent victimes, et puis sur ces sujets de harcèlement dans la rue, de harcèlement dans les transports. Je pense que c'est important qu'on ait des nouveaux outils et notamment ce nouveau délit d'outrage sexiste sera très utile dans les transports. Beaucoup de femmes, presque toutes les femmes qui prennent des transports publics disent avoir été victimes de harcèlement. Donc qu'on puisse sanctionner davantage les comportements inappropriés des voyageurs, je pense que c'est effectivement important. On a souvent des témoignages de femmes expliquant qu'elles sont harcelées dans les bus. Est-ce qu'il serait possible que les chauffeurs de bus, vous avez été une responsable de la RATP, même la patronne, puissent avoir un rôle là-dedans je sais pas, d'appui de la police ou de l'autorité pour sanctionner? Alors les chauffeurs de bus, ils peuvent déclencher des alarmes s'il y a un problème, mais je pense qu'on peut aussi se sentir tous responsables quand on a des femmes qui sont en difficulté dans les transports. Vous savez que 8 femmes sur 10 qui ont été victimes de harcèlement ou d'agression nous disent qu'elles n'étaient pas seules. Et donc, il y avait des voyageurs qui n'ont pas réagi. Donc, je pense que tout le monde... écoutez, je pense que tout le monde doit aussi se sentir responsable. Et si on fait un peu plus attention les uns aux autres, sans doute, ça ira mieux. Il faut des sanctions. Moi, je suis favorable à ce nouveau délit. Donc, y compris ce que vous dites aujourd'hui, c'est que vous souhaitez que ce délit d'outrage sexiste soit aussi appliqué dans les transports, pas uniquement dans la rue. Absolument. C'est votre souhait. Est-ce que ce sera le cas ? Est-ce que ça sera pendant le métro ? Est-ce que ça peut être les agents de surveillance du métro qui peuvent verbaliser ou c'est forcément des policiers ? Non, c'est la proposition, c'est que les agents assermentés, donc tous ceux qui verbalisent pour les contrôles aujourd'hui, moi je pense que ça serait effectivement bien qu'ils puissent verbaliser. Donc dans la rue, dans les transports. Ça sera dans le projet de loi, le fait qu'ils puissent verbaliser ? On va en discuter au prochain comité interministériel, mais je pense qu'effectivement c'est une bonne chose qu'il y ait des nouvelles sanctions et un maximum d'agents sur le terrain qui puissent dresser ces procès-verbaux en flagrant délit. Alors, cette semaine, hier, les Césars, ce soir, les Oscars, on parle de cinéma. Une centaine de professionnels du cinéma, dont Juliette Binoche, Nadia Jaoui ou Charles Berling, réclament dans une tribune, c'était jeudi, la création de quotas dans le financement de films afin de parvenir à la parité. Est-ce que vous êtes favorable, vous, Elisabeth Borne, aux quotas ? Je ne sais pas s'il faut passer par des quotas. Je pense que par exemple, la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, c'est un sujet sur lequel il reste beaucoup de chemin à faire. Moi, dans le domaine des transports, vous savez, il y a très peu de femmes, alors même qu'il y a des postes qui sont intéressants, qui sont souvent mal connus. Parmi les ingénieurs, vous avez très peu de femmes. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on change les modalités et que, aussi, dans l'orientation des jeunes filles, on ait en tête qu'il y a des beaux métiers qui peuvent être des métiers exercés par des hommes ou par des femmes. Christophe Jacubizine. Mais là, on voulait votre avis à la fois de citoyenne et de ministre. Effectivement, est-ce qu'il faut faire de la discrimination positive dans le cinéma ? C'est-à-dire que l'État ne donne ses subventions que, par exemple, aux films qui sont réalisés par des femmes, parce qu'il manquerait cette année-là X% de films réalisés par des femmes. Je ne sais pas vous dire s'il faut en aller là. Je pense qu'on voit bien en politique, par exemple,
que pour rétablir un équilibre entre les hommes et les femmes, il a fallu passer par des obligations. Et je pense que dans un premier temps, pour remettre un peu d'équilibre, pour remettre les femmes à leur place dans la société, il faut souvent passer par des mesures qui sont des mesures d'obligation. Alors, il y a aussi cette volonté de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, de porter l'âge de consentement sexuel à 15 ans. Elisabeth Borne, ça fait débat. Est-ce que c'est un âge qui vous paraît judicieux ? Je ne vais pas me prononcer sur ce sujet sur lequel moi je n'ai pas tous les éléments. En tant que femme, vous pouvez aussi avoir cet avis-là en tant que femme citoyenne. En tant que femme, je pense qu'effectivement les toutes jeunes filles n'ont pas forcément tous les éléments pour apprécier, et que relever la majorité sexuelle à 15 ans me semble une bonne mesure. Alors, toute la semaine, je le dis aux auditeurs de RTL, mais également aux téléspectateurs de RTL, RTL mettra à l'honneur des femmes dans ses rendez-vous politiques du matin, puisque chaque matin à 7h45, Elisabeth Martichoux recevra une personnalité féminine, et vous inaugurez cette semaine Madame Borne. Merci donc d'être avec nous. Et on va parler d'un autre sujet de société, qui est celui de l'euthanasie. Oui, un certain nombre de parlementaires ont signé une tribune cette semaine pour demander une nouvelle loi sur l'euthanasie. Au départ, ce n'était pas un projet d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez qu'il faut à nouveau légiférer là-dessus pour faciliter, parce que c'est ce qu'il demande, l'euthanasie ? C'est des sujets très délicats, et le gouvernement a choisi d'ouvrir un grand débat sur tous les sujets bioéthiques, dont la fin de vie. Ça mérite des débats dans la société. On est dans cette phase aujourd'hui. Les députés s'expriment, chacun peut s'exprimer, et le gouvernement arrêtera sa position à l'été. C'est aussi un sujet d'intime conviction, Madame Borne. Est-ce que vous en avez une sur la question ? Est-ce que vous pensez qu'il faut bouger la loi ou bien la laisser en l'état ? La loi Claes-Leonetti a fait des avancées il y a à peu près 2 ans, avec notamment les directives anticipées. Moi, je n'ai pas le recul pour vous dire si ces directives anticipées qu'on vient de mettre en place, ça suffit ou ça suffit pas. Je pense que c'est un sujet, évidemment, on voit bien qu'il y a des cas dramatiques dans lesquels, y compris la famille, et la famille avec, y compris certains qui ne sont pas d'accord avec d'autres. Donc on voit qu'on est sur des sujets très délicats. Je pense que attendons de voir aussi la mise en œuvre du projet de loi Claes-Leonetti, mais c'est un débat qui est ouvert, et le gouvernement... Ne nous précipitons pas pour une réforme de la loi, nous dites-vous. Christophe Jacubizine, autre sujet d'actualité qui vous concerne là directement, on rentre dans vos sujets, c'est la neige cette semaine qui a paralysé certaines de nos routes et autoroutes. Effectivement, avec un nouvel épisode neigeux anticipé, prévu par Météo France, et pourtant des centaines d'automobilistes se sont retrouvés bloqués sur les autoroutes dont les accès n'avaient pas été fermés. Alors est-ce que c'est la responsabilité de l'État, des préfets qui n'ont pas pris les mesures préalables, ou bien des concessionnaires d'autoroutes ? Alors, je pense qu'il faut rappeler que c'est un épisode exceptionnel. Mais anticipé, prévu. Les 30-40 cm avaient été prévus dès la veille par Météo France. Météo France avait placé 60 départements en vigilance orange. En l'occurrence, dans l'Hérault, c'est 30 à 40 cm de neige qui sont tombés, ce qui ne s'était pas vu depuis 30 ans. Donc c'était un phénomène exceptionnel. Moi, j'ai bien entendu un certain nombre d'automobilistes qui, effectivement, se sont retrouvés bloqués. Beaucoup ont été pris en charge, 2000 ont été pris en charge, mais certains ne l'ont pas été. On va faire, avec Gérard Collomb, un retour d'expérience sur ce qui s'est passé. Mais il n'y a pas eu un retour d'expérience sur ce qui s'est passé 10 jours avant ? À Paris, en région parisienne. Chaque situation est différente. En l'occurrence, des axes, comme vous l'avez dit, les alertes avaient été passées, un certain nombre d'axes avaient été fermés, des itinéraires avaient été interdits aux poids lourds. Ce qui est clair, c'est que certains poids lourds n'ont pas respecté ces interdictions. Alors moi, je peux comprendre pour les professionnels du transport routier le souhait d'arriver rapidement à destination, mais quand on met ces interdictions, c'est pour une bonne raison. En l'occurrence, les poids lourds qui sont rentrés sur ces autoroutes se sont mis en travers et ont bloqué des centaines d'automobilistes. Mais Mme Borne, il n'y a pas une responsabilité quand même du concessionnaire d'autoroute, en l'occurrence Vinci. Est-ce que vous n'avez pas l'intention de convoquer son patron pour comprendre ce qu'il s'est passé ? Après les blocages dans l'Hérault sur l'autoroute. On va faire un retour d'expérience sur ce qui s'est passé. Des axes autoroutiers avaient été fermés, d'autres avaient été interdits aux poids lourds. Des poids lourds n'ont pas respecté ces interdictions et ont néanmoins, sont rentrés sur l'autoroute, se sont mis en travers comme on pouvait le craindre et ont bloqué les automobilistes.
Alors, sur ces questions d'autoroute, il se trouve que début février, il y a une augmentation des péages, jusqu'à 2%. Est-ce que vous avez l'intention, vous, Madame Borne, de limiter ces augmentations qui impactent tous les automobilistes qui empruntent souvent pour se rendre au travail les autoroutes? Ça va jusqu'à 2%. Il y avait eu dans le passé une modération à 1%. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Avec Ségolène Royal. Alors, il y a eu beaucoup de débats dans le précédent quinquennat sur le gel des tarifs qu'on est en train de payer aujourd'hui. Moi, je dis que quand il y a des contrats, on applique les contrats. Vous voulez dire que le gouvernement précédent a bloqué, du coup vous êtes obligé aujourd'hui de rattraper pour respecter les engagements contractuels? Nous sommes très clairement en train de rattraper les blocages précédents, oui. C'était irresponsable de la part de Ségolène Royal, par exemple Écoutez, quand il y a des contrats, je pense qu'il faut les respecter. Quand Gilbert Collard dit Front National, il faut renationaliser les autoroutes pour que l'État soit directement en charge de la sécurité et du confort des automobilistes, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que ça doit être de l'ordre de 30 milliards d'euros qu'il faudrait trouver pour nationaliser les autoroutes. Donc on peut demander aux contribuables s'ils ont envie de mettre ces sommes pour renationaliser les autoroutes. Je pense qu'il faut exercer un contrôle vigilant sur l'activité des sociétés d'autoroutes, appliquer les contrats, vérifier qu'ils le sont. Mais voilà. Donc on peut rien faire. Vous dites aux automobilistes, vous allez continuer à payer plus chaque année les péages parce qu'on a signé il y a 10 ans des contrats avec les concessionnaires. On peut rentrer dans des combats comme ça s'est fait dans le précédent quinquennat. On voit qu'aujourd'hui, on est en train d'en payer les conséquences. Voilà. Donc il n'y aura pas de renégociation de ces contrats. Un autre sujet qui concerne directement, bien sûr, les automobilistes, ce sont les 80 km/h qui font beaucoup parler et qui interpellent nos concitoyens. Il y a donc ce projet, c'est plus qu'un projet d'ailleurs, puisque c'est déjà décidé, de limiter à 80 km/h la circulation en dehors des autoroutes et sur les nationales départementales. Il y a un grand nombre d'initiatives, 28 présidents de départements, une cinquantaine de parlementaires qui disent mais laissez les départements, les maires décider des routes qui sont dangereuses et sur lesquelles il faut abaisser la vitesse et d'autres sur lesquelles on peut continuer à rouler à 90 km/h parce que sinon ça va faire perdre beaucoup de temps aux gens. Comment recevez-vous cette demande? Elisabeth Borne. Je voudrais rappeler pourquoi cette mesure a été annoncée par le Premier ministre. C'est pour sauver des vies. Parce qu'on a 3500 morts, enfin en tout cas en 2017, on a eu 3500 morts sur les routes. On a aussi 72 000 blessés par an. Ça veut dire des gens dont la vie est brisée et voilà, qui durablement vont porter les traces de ces accidents. L'expérience montre que sur la sécurité routière, ça a toujours été des mesures fortes qui ont permis de faire baisser la mortalité sur les routes. Donc cette mesure, elle a été annoncée par le Premier ministre pour ça, parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'avoir 3500 morts sur les routes ou 72 000 blessés par an. Mais on ne peut pas faire un peu plus confiance aux élus locaux, aux maires, aux conseillers départementaux qui connaissent effectivement la dangerosité de chacune de leurs routes pour appliquer 80-90 km au cas par cas. Alors, je rappelle que cette mesure, elle s'applique uniquement sur ce qu'on appelle les routes bidirectionnelles, que les routes à 2 fois 2 voies. Sur les routes sur lesquelles il y a des créneaux de dépassement, ça ne s'applique pas non plus, évidemment, pour les créneaux de dépassement. Et je voudrais dire aussi qu'on a prévu une évaluation en 2020, donc pas dans 10 ans, en 2020, sur cette mesure. Donc ça sera aussi l'occasion d'en reparler avec les élus. Vous êtes surpris quand même par les réactions que ça suscite, les manifestations de motards, d'automobilistes, qui disent mais il y a d'autres pays comme le Danemark où au contraire on a remonté la vitesse de circulation parce que rien n'a permis de prouver scientifiquement. Ce que j'entends surtout, c'est les élus qui disent on va être encore un peu plus enclavés. Et moi, je pense qu'il faut entendre les messages des élus qui ont l'impression qu'il y a des fractures territoriales. Et c'est au cœur de la politique que je porte, de s'occuper des fractures territoriales, de l'assignation à résidence. C'est pour ça que dans nos choix d'investissement, on va arrêter de s'occuper uniquement des très grandes infrastructures, des TGV ou des autoroutes, et qu'on doit s'occuper aussi de ces territoires qui sont aujourd'hui mal desservis et dans lesquels il n'y a pas de réponse alternative à la voiture et où voilà, les gens peuvent avoir un sentiment d'enclavement, il faut s'en occuper. Donc les motards peuvent continuer à manifester, les automobilistes aussi, vous ne changerez pas de position, le gouvernement ne changera pas d'opposition sur les 80 km/h. Autre sujet qui a trait à la circulation parisienne, dans la capitale, les voies sur berge.
Plus de 10 000 personnes ont signé une pétition pour réclamer le maintien des voies sur berge piétonne à Paris. On sait que ça a été annulé la semaine dernière par le tribunal administratif. Anne Hidalgo a fait appel de cette décision. Est-ce que vous soutenez la maire de Paris pour le maintien de la piétonisation des voies sur berge ? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le sens de l'histoire, c'est de réduire la place de la voiture dans les villes. Et c'est ce qu'on voit partout dans le monde et partout en France. De la voiture polluante, pas forcément de la voiture, si. De la voiture polluante. Aujourd'hui, la part du parc qui ne pollue pas est quand même très limitée. Donc le sens de l'histoire, c'est de réduire la place de la voiture. Et je voudrais rappeler aussi que ces problèmes de pollution, c'est aussi un enjeu majeur de santé publique. Vous savez, c'est ce que dit la maire de Paris. On a 40 000 décès prématurés du fait de ces problèmes de pollution. Il n'y a pas de moins de pollution aujourd'hui à Paris. Il y a même plus d'épisodes de pollution très élevés. On l'a vu encore la semaine dernière. À cause des embouteillages. À cause des embouteillages. Donc c'est le sens de l'histoire, de réduire la place de la voiture en ville. Ensuite, ces transitions, je pense que c'est important de les expliquer et de les accompagner. Et c'est bien le sens de ce que fait le gouvernement. Par exemple, sur la transition énergétique, on accompagne les automobilistes pour qu'ils puissent remplacer leur voiture. Soyons clairs sur ce sujet. Est-ce que vous souhaitez que les voies sur berge restent piétonnes ou est-ce que vous dites c'est la voiture polluante que l'on doit éliminer de la ville et donc du coup on peut imaginer des voitures hybrides et électriques qui circuleraient sur les voies sur berge, qui leur soient réservées? Quelle est votre position? Moi je pense que remettre des voitures sur les voies sur berge, personne ne comprendrait autour de nous. Quand vous regardez à l'étranger, Shanghai a reconquis les berges de ses fleuves. Bordeaux a aussi eu une reconquête des berges de ses fleuves. Donc, je pense que c'est le sens de l'histoire. Je pense que c'est ce qui se passe partout. Il faut le faire dans la concertation, en expliquant, en proposant des alternatives. Que n'a pas fait Anne Hidalgo ? Manifestement, sa décision n'a pas été très bien comprise, puisque des élus ont attaqué cette décision. Donc, je pense qu'il faut de l'explication, de la pédagogie et de l'accompagnement. Donc, le double message à la maire de Paris, vous la soutenez sur la piétonisation, mais il faut faire preuve de davantage de pédagogie. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet, si je puis dire, la SNCF, puisque vous avez décidé d'engager une grande réforme de la SNCF. Le plan a été annoncé par le Premier ministre Édouard Philippe cette semaine. Il prévoit notamment la fin du statut de cheminot pour les nouveaux embauchés, la transformation de la SNCF en société anonyme à capitaux publics et la possibilité de mener la réforme par ordonnance. Tout cela, bien sûr, fait débat. Pour être très concret, Madame la Ministre, est-ce que vous craignez qu'il y ait une répétition des événements de 1995 en France ou pour vous, nous n'irons pas jusque-là, puisque les syndicats ont annoncé une grève massive? Alors moi, je voudrais d'abord rappeler pourquoi on fait cette réforme. On fait cette réforme parce que le transport ferroviaire, c'est très important pour beaucoup de Français, c'est très important pour nous tous. Il y a 4 millions de Français qui prennent le train tous les jours. Et aujourd'hui, la qualité de service, elle n'est pas au niveau attendu. Quand on a un train en retard ou un train annulé, c'est beaucoup de stress pour ceux qui veulent aller au travail ou qui veulent aller chercher leur enfant à la crèche. Et on se sent obligé de prendre le train d'avant quand on a un rendez-vous important. C'est à cause du statut, ça ? C'est un sujet global. C'est un sujet global. On pourrait se dire que c'est parce qu'on a fait des économies qu'on a cette situation qui n'est pas satisfaisante. On n'a jamais dépensé autant d'argent pour le service public ferroviaire. C'est 14 milliards d'euros que les contribuables ont payés en 2017 pour financer le service public ferroviaire. C'est 22% de plus qu'il y a 10 ans. Et néanmoins, la dette augmente de 3 milliards d'euros par an. Donc c'est la faute au statut des cheminots. Non, je dis que le statu quo n'est pas possible et que le plus grand danger pour le service public ferroviaire, c'est le statu quo. C'est pour ça que le gouvernement a voulu une réforme globale pour un meilleur service public ferroviaire au meilleur coût pour les usagers et pour les contribuables. On vous a entendu, il y a d'ailleurs aussi un élément de langage qu'on entend beaucoup dans le gouvernement, c'est 10 millions d'investissements quotidiens dans la SNCF. On a entendu ce message cette semaine. Mais clairement, est-ce que vous dites il y aura un service minimum qui sera assuré à partir du 22 mars, qui permettra au pays de ne pas être bloqué comme il a été en 1995 ? On est en train de démarrer une concertation. La méthode, c'est à la fois l'urgence à agir et la concertation. Moi, j'ai lancé 2 mois de concertation. Il y a 4 thèmes. Améliorer le service public. On démarre la discussion demain. L'ouverture à la concurrence.
Ça va être un des thèmes de concertation. On va en parler à partir de jeudi prochain. Il y a l'organisation de la SNCF. On en parlera à partir du 15 mars. Et il y a la modernisation sociale du secteur, donc la question du statut, dont on parlera à partir du 30 mars. Mais vous ne me répondez pas sur la grève. Et Christophe Lacuvine, je suis sûr, a une question. La grève, est-ce qu'il y a un risque que le pays soit bloqué par les cheminots, hein? Est-ce que vous le redoutez? L'objectif, c'est évidemment pas le blocage. On est dans la concertation. Il y a beaucoup de sujets à discuter. Donc voilà, moi je... Mais est-ce qu'il y a des outils qui aujourd'hui vous permettent d'éviter ce qui s'est passé il y a 30 ans? Le service minimum, est-ce qu'il sera mis en œuvre? Est-ce que ça existe aujourd'hui dans la SNCF pour empêcher qu'il n'y ait aucun train? Évidemment, s'il doit y avoir une grève, on prendra toutes les dispositions pour minimiser l'impact. Donc réquisition, service minimum? On prendra toutes les dispositions, on est dans la concertation et je souhaite qu'on aille au bout de la concertation. Usagers, vous dites aux usagers, quoi qu'il arrive, quel que soit l'état des négociations, vous pourrez imposer à certains conducteurs de conduire des trains ou pas? Écoutez, moi je dis qu'on est dans la concertation et qu'on se préoccupe. Et on se préoccupera en cas de grève d'assurer le meilleur. Vous pouvez pas rassurer. Vous en parlez avec le patron de la SNCF, vous lui dites préparez-vous, mettez-moi en place des plans. Cette réforme, vous savez, elle est menée par le gouvernement et on a demandé aussi à l'entreprise de préparer un nouveau projet d'entreprise. Donc on travaille évidemment avec les dirigeants de la SNCF. Mais 1995 bis repetita, vous nous dites c'est très peu probable ou pas? Je vous dis que l'objectif du gouvernement, c'est d'avancer dans la concertation et il y a beaucoup de sujets à discuter. Parmi ces sujets, il y a le statut des cheminots, donc qui va être remis en cause pour les futurs embauchés. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Est-ce que c'est pour faire des économies? Et si oui, combien est-ce qu'on économise en supprimant le statut? Ou est-ce que c'est pour avoir plus de souplesse parce que c'est une rigidité? Donc, c'est une réforme globale. On a bien dit, les cheminots qui aujourd'hui travaillent à la SNCF ne sont pas concernés. Ils sont au statut, ils le resteront. Oui, mais on est en train... c'était quelle économie? Attendez, on est en train d'ouvrir le secteur à la concurrence. Et ça, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Ça a été décidé, d'abord c'est annoncé depuis de nombreuses années, ça a été décidé sous le précédent quinquennat. Donc maintenant, il faut s'y préparer. Demain, on aura d'autres entreprises ferroviaires qui seront présentes, qui feront rouler des trains en France, qui auront des salariés, qui feront les mêmes métiers. Donc moi, j'entends quand les cheminots me disent le statut, c'est la contrepartie des contraintes particulières à nos métiers. Par exemple, quand on sera en concurrence, imaginons sur un TGV avec un opérateur privé, on mettra sur les lignes TGV concurrencées des salariés qui ne sont pas sous statut parce qu'ils pourront travailler plus et ils seront payés moins. Est-ce qu'on fera comme Transavia? Est-ce qu'il y aura des filiales de la SNCF qui, pour être compétitives, vous avez raison, n'auront pas le même règle de temps de travail que les autres? La SNCF continuera à faire rouler ces TGV demain et d'autres opérateurs peuvent venir, par exemple les chemins de fer allemands. Donc on la question, c'est que du coup, est-ce qu'on crée une sorte de filiale SNCF avec des salariés de droit privé pour concurrencer la Deutsche Bahn? Je ne crois pas que ce soit l'intention du président de la SNCF de créer une filiale. Donc la question, c'est réponse à ma question, c'est il n'y a pas d'économie faite en supprimant le statut? Ça ne va pas améliorer les comptes de la SNCF? Moi, je vous dis, on va mettre beaucoup d'argent dans le service public ferroviaire. On est en train... Et les contribuables, quand je dis nous, c'est les contribuables qui vont mettre beaucoup d'argent dans le service public ferroviaire. L'objectif de la réforme, c'est un meilleur service public ferroviaire. C'est évidemment une SNCF plus efficace, moins cloisonnée, bien préparée à l'ouverture à la concurrence. Et l'ensemble des sujets dont on parle visent à ça. Est-ce que vous pouvez envisager un report de la concurrence européenne? Parce que vous avez dit aussi que c'était sur la table. Là, on est à 2020, ouverture à la concurrence européenne pour les TGV, si mon mémoire décembre est bonne, 2020. et 2023 pour les TER. Vous avez dit que ça faisait partie des négociations que vous ouvrez jeudi. Exactement. Est-ce que vous pouvez négocier avec l'Europe, avec l'Union européenne, pour revoir ce délai? C'est pas ce débat-là qui est sur la table. Effectivement, l'ouverture à la concurrence, elle est prévue en décembre 2020 pour les TGV et au plus tard, en 2023, pour les trains conventionnés, dont les TER, sauf exception qui mérite d'être regardée. Donc en fait, ce que vous dites aux cheminots, c'est que la négo, c'est que ce que je peux vous accorder, c'est d'aller jusqu'à la fin de deadline de la Commission. Les sujets à discuter, ils sont nombreux. Moi, je souhaite une ouverture progressive à la concurrence des TER. Donc, on démarre quand? On va à quel rythme? Est-ce qu'un certain type de service, est-ce que certains services doivent être ouverts à la concurrence plus tard? C'est ces sujets-là qui doivent être discutés, mais c'est aussi des sujets qui intéressent tous les cheminots. C'est si la SNCF perd un contrat, les salariés pourront être transférés. Avec quelle garantie ils sont transférés? Concrètement, vous dites
ouverture de la concurrence pour les TGV 2020. Il va se passer quoi ? Il y aura un TGV sur 3 qui ne sera pas géré par la SNCF. Comment ça va se passer ? Il y a 2 sujets différents entre les TER et les TGV. Les TGV, par exemple. Les TGV, on permet à des nouveaux opérateurs de venir en plus proposer des services TGV. Vous avez déjà Eurostar, Thalys, c'est la même chose sur les dessertes internationales. Les TER, c'est des contrats de service public avec des objectifs qui sont fixés par les régions. Les trains express régionaux. Les contrats, ils pourront être attribués demain à la SNCF si elle remporte l'appel d'offres ou à une autre entreprise. Ça veut dire combien de pourcentage de part de marché en moins pour la SNCF, vous pouvez l'évaluer ? Mais ça dépend de la façon dont la SNCF s'y prépare. Ça dépend vraiment, ça dépend. La SNCF, on veut qu'elle ait les cartes en main pour gagner dans la concurrence demain. Alors, mais vous n'avez pas fait des plans de projection pour cela, pour savoir on peut combien regarder la ce qui SNCF peut s'est perdre. passé chez nos voisins. Les chemins de fer allemands, alors qu'on a fait une ouverture à la concurrence en 1994, sont évidemment l'opérateur principal. C'est-à-dire, c'est combien ? Parce qu'ils s'y sont préparés. Ils doivent avoir, je crois, 70% du marché. Ils ont quand même perdu 30%. Donc c'est à cela que doit se préparer éventuellement la SNCF. Ça dépend de la façon dont elle saura répondre aux appels d'offres et être indicatif. Marie-Pierre Haddad, bonjour, de la rédaction numérique de RTL. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Et une premières interpellations et questions des internautes qui nous regardent. Oui, bonjour Madame la Ministre. Alors sur Facebook, on a une question de Valérie. Elle nous dit que l'on commence à raboter les avantages des hauts fonctionnaires et des politiciens. Elle réagit par rapport à la SNCF. Elle dit, au lieu de s'attaquer plutôt aux employés au nom de quelques avantages. Donc vous enlevez les acquis d'un côté, mais vous les gardez de l'autre. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? Je lui dis qu'on n'est pas en train de raboter. Je redis que les cheminots actuels qui sont au statut resteront au statut. On est en train de répondre à un problème d'équité. Donc, on parle des nouveaux embauchés à la SNCF. Les cheminots m'ont bien dit, notre statut, c'est la contrepartie des contraintes propres à nos métiers. Je dis que demain, il y aura d'autres entreprises ferroviaires avec des salariés qui feront les mêmes métiers. Les protections, elles doivent être portées au niveau de la branche, de la convention collective, comme dans les autres secteurs. Guillaume Roquette, juste avant une autre question de Marie-Pierre. Dans le rapport Spinetta, qui a servi de matrice à votre projet de réforme de la SNCF, il y avait des plans de départ volontaires, qui d'ailleurs étaient aussi prévus pour les fonctionnaires. Le Premier ministre l'a dit. Vous avez abandonné ça en route pour ça la SNCF ? Ça ne relève pas du gouvernement, c'est des choix qui sont à faire au sein de l'entreprise. Mais vous le souhaitez ? Écoutez, moi, s'il y a des cheminots dont le parcours professionnel aujourd'hui ne les satisfait pas, qui puissent avoir un accompagnement pour un parcours en dehors de la SNCF, je pense que ça peut les intéresser, mais ce n'est pas à moi de le dire. D'accord, donc ça peut être une éventualité. Autre question, Marie-Pierre Haddad. Oui, cette fois-ci, c'est une question de Ré sur RTL.fr. Il nous dit, à partir de 2002, vous avez été directrice de la stratégie de la SNCF, et cela pendant 5 ans. Donc pourquoi est-ce que maintenant, vous affirmez que la stratégie est mauvaise alors que vous-même, vous en avez été en charge ? C'est une très bonne question. On n'est pas en train de critiquer la SNCF. On dit que la situation actuelle, on en est tous responsables. Enfin, vous dites que vos prédécesseurs n'ont pas fait le travail. Je dis qu'on en est tous responsables. Par exemple, quand le réseau ferré, celui qu'utilisent tous les Français pour aller au travail le matin, est dégradé comme il l'est aujourd'hui, qu'un certain nombre de nos concitoyens ne comprennent pas qu'on inaugure des lignes à grande vitesse alors que leur trajet à eux prennent 20 minutes ou 30 minutes de plus qu'il y a 30 ou 40 ans, je dis que cette responsabilité, elle est clairement partagée. C'est pas la SNCF toute seule qui a décidé de faire des lignes à grande vitesse. C'est pas la SNCF qui a décidé de le faire en sacrifiant l'entretien et la modernisation du réseau existant. Ce sont aussi les politiques. C'est une responsabilité partagée et l'État y a sa part. Elisabeth Borne, on fait une pause dans ce grand jury, puis on vous retrouve dans quelques minutes pour poursuivre notre conversation, notamment sur la SNCF. Encore et toujours, à tout de suite. En France, il n'existe pas moins de 33 concours sur l'innovation alimentaire. Depuis 14 ans, Interfel soutient l'innovation à Ecotrophelia pour l'accessibilité des fruits et légumes. Ecotrophelia invite chaque année les étudiants à créer les produits qu'ils veulent consommer demain. 25% de ces projets alimentaires font ensuite l'objet de collaborations avec des entreprises. C'est ainsi que 2 élèves ingénieurs, récompensés pour leur projet de steak de légumineuses, ont lancé leur start-up. Tout comme d'autres gagnants, ont réussi à développer leur bouchée apéritive composée de dés de carottes remplis de sauce gourmande.
un concours devenu incubateur pour l'industrie alimentaire. Retrouvez de nombreuses créations gourmandes sur le stand Génération Fruits et Légumes Frais au Salon de l'Agriculture, Hall 2.2. Ce soir sur M6, retrouvez Zone Interdite. Bonjour, c'est Ophélie Meunier. Quitter la grisaille pour s'installer au soleil sur une île au bout du monde, on en rêve tous. Mais ceux que nous avons rencontrés ont vraiment sauté le pas. Alors à quoi ressemble leur quotidien ? Vivre sur une île de rêve, des Français tentent l'aventure au soleil. C'est ce soir dans Zone Interdite à 21h sur M6. Faire plaisir à son animal de compagnie même avec un petit budget ? Avec les promos Jardiland, c'est facile. Profitez de 40% de remise immédiate sur le deuxième sac de croquettes pour chien ou chat. J'ai bien dit 40% sur le deuxième sac. Et c'est sur toutes les marques. Faites vite, c'est jusqu'à dimanche 4 mars. Jardiland. Conditions et magasins participants sur jardiland.com. RTL, il est 12h30. Un point sur l'actualité, Charlotte Arrigoni. Toute l'Europe a les yeux rivés sur l'Italie. Ce sont les élections législatives. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h ce matin. La coalition de droite et d'extrême droite pourrait arriver en tête et prendre le contrôle du pays. Les résultats ne seront pas connus avant la nuit prochaine. Après plus de 5 mois de crise politique en Allemagne, une éclaircie pour Angela Merkel. Les membres du Parti social-démocrate ont approuvé à une large majorité une coalition avec la chancelière allemande, ce qui ouvre la voie à son 4e mandat et probablement le dernier selon les observateurs. Première réaction d'Angela Merkel, un nouveau gouvernement avec le SPD est pour le bien de l'Allemagne, a-t-elle déclaré sur Twitter. 6 mois après la tempête Irma à Saint-Martin dans les Antilles, les ministres Annick Girardin et Gérald Darmanin seront sur place aujourd'hui et demain pour superviser la reconstruction. L'État a déjà débloqué 200 millions d'euros et les assurances 500 millions. Elisabeth Borne est l'invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI. La ministre chargée des Transports s'est dit favorable à la limitation à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles. Ce sont des mesures fortes qui font baisser la mortalité sur les routes, a-t-elle dit. Par ailleurs, alors que les cheminots menacent de faire grève pour protester contre la réforme de la SNCF, Elisabeth Borne assure, s'il y a une grève, on prendra toutes les dispositions nécessaires. On assurera le meilleur service. Et si Agnès Varda remportait ce soir le second Oscar de sa carrière, c'est possible puisque la réalisatrice française âgée de 89 ans est nominée dans la catégorie du meilleur documentaire pour Visage Village qu'elle a réalisé avec l'artiste JR. La cérémonie aura lieu la nuit prochaine. 13 films concourent par ailleurs pour obtenir la statuette du meilleur film, dont Dunkerque de Christopher Nolan, La forme de l'eau de Guillermo del Toro ou encore Pentagon Papers de Steven Spielberg. Les sports, suite et fin ce dimanche de la 28e journée de Ligue 1 de football, à suivre à 15h, Caen Strasbourg, Montpellier-Lyon à 17h et Marseille-Nantes à 21h. En rugby, la 19e journée du top 14, Oyonnax accueille en ce moment le Stade français, 0-0 entre les deux équipes, et à 16h50, Clermont reçoit La Rochelle. Le début du Paris-Nice en cyclisme, 135 km seront à parcourir cet après-midi entre Chatou et Meudon dans les Hauts-de-Seine. La météo, une nouvelle dégradation pluvieuse arrive ce dimanche d'ouest en est, mais sera suivie d'éclaircies. Attention, ce soir et la nuit prochaine, de fortes pluies orageuses sont à craindre de l'Hérault à la vallée du Rhône. Les températures, 8 degrés à Orléans, 9 à Lille, 10 à Brest, 12 à Bordeaux et à Grenoble, 15 à Ajaccio et jusqu'à 17 degrés à Perpignan. Les courses cet après-midi à Auteuil, Bernard Glass vous conseille de jouer le 7, l'As, le 8, le 3, le 9, le 12, le 6 et le 11. Bernard Glass vous propose 2 dernières minutes, le 3, Babo Natale et le 12, Boy de Balme. Dans un instant, c'est la suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invitée aujourd'hui, Elisabeth Borne, la ministre chargée des Transports. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais. Allô patron? Ça va? Oui mais non, hein. Yes, but-note patron. Hein. Demain et après-demain, ils nous ont mis le butternut à 1,29€ la pièce. Le quoi? Tu veux dire le butternut, la courge de la famille des cucurbitacées. En français, le doux beurre. Oh, quelle culture patron. Mais c'est le même prix, hein. 1,29€ le butternut, origine France bien sûr, hein. Et je vous en prends une de courge? Non merci, non, j'en ai déjà une au bout du fil. On est mal, hein. Très mal, oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, origine France.
suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invitée aujourd'hui, Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Elisabeth Borne, on vous retrouve avec à mes côtés Guillaume Roquette et Christophe Jacubizine. Une question avant de reparler du dossier SNCF sur Air France. Les syndicats ont demandé une augmentation de 6%. Ils ont fait grève pour cela parce qu'ils ont vu que leur entreprise faisait des bénéfices. Est-ce que vous trouvez anormal qu'il y ait une redistribution des bénéfices d'une entreprise ? Alors, je trouve tout à fait normal qu'il y ait une redistribution. Du reste, il y a un système d'intéressement dont vont bénéficier les salariés d'Air France. Ils ont eu, par ailleurs, une hausse de salaire. Je pense qu'il faut être conscient qu'Air France va mieux, qu'Air France, et c'est le souhait de son président-directeur général, est sur un projet de développement pour regagner des parts de marché. Mais il faut aussi avoir en tête que Air France agit dans un marché global et qu'aujourd'hui, elle est moins compétitive que ses concurrents. Donc vous soutenez la direction et vous dites aux salariés, soyez raisonnables ? Donc moi, j'appelle chacun à la responsabilité parce que Air France est en train de renouer avec la croissance, a un projet de développement, a de nouvelles alliances, a besoin de dégager effectivement des ressources pour financer le renouvellement de sa flotte. Donc c'est un appel à la responsabilité. Ils vous auront entendu, enfin on verra, parce qu'ils peuvent aussi toujours déclencher une grève. Christophe Jacubizine. Oui, dans le même ordre d'idée, avant la SNCF, PSA aussi a annoncé des résultats records, tant mieux pour d'ailleurs les deux constructeurs français, plus de 4 milliards d'euros me semble-t-il. Il a annoncé 2600 € qui seraient alloués au minimum d'intéressement pour tous ses salariés. Mais rien pour les intérimaires, ils sont nombreux à travailler pour les constructeurs automobiles. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Moi, je ne sais pas comment sont faits les accords chez PSA. Je pense que c'est bien que les salariés soient associés à ces bons résultats. Et s'agissant des intérimaires, je ne sais pas vous répondre. Ce sont quand même toujours les plus précaires, Madame la Ministre. Pourquoi ne seraient-ils pas bénéficiaires de cette prime ? Je pense que si PSA, comme ils sont en train de le faire, est en train de, là aussi, renouer avec des bons résultats, certainement, ça permettra aussi des embauches en CDI et ça sera bien pour tout le monde. Mais vous savez, le reproche récurrent qui est fait à ce gouvernement, c'est qu'il soit en faveur des premiers de cordée, je reprends l'expression du président de la République, et qu'il oublie ceux qui sont en bas de l'échelle. Est-ce qu'en l'occurrence, ce ne sont pas ceux-là que vous oubliez à nouveau ? Écoutez, c'est tout le contraire du projet qui est porté par le gouvernement, qui vise à proposer un parcours professionnel à chacun. C'est tout ce que porte Muriel Pénicaud. Et donc, c'est de permettre une vraie insertion professionnelle à chacun, et y compris de pouvoir avoir un emploi en CDI chez PSA. Guillaume Roquette. Oui, je voudrais revenir au statut des cheminots, parce que c'est quand même l'élément emblématique de la réforme de la SNCF. Qu'est-ce que ça coûte aux contribuables, le fait que les cheminots aient un statut particulier et ne soient pas des salariés normaux ? Je ne voudrais pas que ce sujet cache le reste. On est en train de faire une réforme globale, parce que le secteur en a besoin. Oui, mais vous voyez, on peut... Donc, mais ma question était là-dessus, sur le coût. Sur le coût... Le sujet, c'est que la SNCF, c'est surtout qu'elle a besoin d'avoir de la réactivité, qu'elle a aujourd'hui un certain nombre de rigidités et que dans un monde qui s'ouvre à la concurrence, elle a besoin d'être réactive. Donc c'est ça le sujet. On peut tenir le même raisonnement pour la RATP ou EDF, qui a aussi un statut pour le personnel. Écoutez, je vais vous dire, les situations n'ont rien à voir. On est en train de parler d'un secteur, le transport ferroviaire, qui a une dette de 50 milliards d'euros. Et il faut être clair, à la fin, c'est le contribuable qui va payer. On est en train de parler d'un secteur dans lequel, aujourd'hui, les voyageurs me disent que la qualité de service n'est pas au rendez-vous, dans lequel les présidents de région demande que ça change. Donc on est dans un secteur qui a besoin de transformation profonde et on a une réforme globale qui ne concerne absolument pas les autres secteurs. Christophe Jacubizine. Sur la réforme toujours, est-ce qu'il n'y a pas un tour de passe-passe sur les petites lignes qui sont de la responsabilité notamment des régions ? Vous les avez mis en dehors de la réflexion, mais au fond, est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite ? Est-ce que vous n'allez pas reporter sur les régions la décision de fermer les lignes in fine et peut-être de mettre des bus à la place ? Le rapport Spinetta proposait une approche au niveau national sur ces petites lignes. D'abord, moi, j'aime pas le terme de petites lignes, parce que ce sont des lignes qui sont essentielles pour beaucoup de Français. Bien sûr. Il y a des lignes pour les voyageurs, il y a des lignes pour le fret. Donc, l'avenir de ces lignes ne peut pas se décider à Paris. Moi, je discute avec des présidents de région qui savent ce dont leur territoire a besoin, qui savent aussi que sur un certain nombre de ces lignes, on dit, mais finalement, il n'y a pas de voyageurs. Mais pourquoi il n'y a pas de voyageurs ? Il n'y a peut-être pas de voyageurs parce que les horaires ne sont pas les bons. Moi, j'en discutais avec le président de l'association des maires ruraux qui me disait, les correspondances ne sont pas assurées. Donc, d'abord,
on veut avoir plus de voyageurs dans les trains. Et ça, ce travail, il doit se faire avec les régions. Est-ce qu'elles peuvent être remplacées par des cars ? Je reprends votre expression dans une interview. Les cars Macron modifient le champ de pertinence du rail. Donc, est-ce que vous laissez entendre qu'on pourrait remplacer ces petites lignes, soit d'ailleurs par les régions, ou s'il y a une ouverture à la privatisation quand il y aura la concurrence en 2023, eh bien par de sociétés complètement privatisées qui diraient c'est cher une petite ligne, je vais les remplacer par des bus. Je redis, c'est les régions qui vont décider, et l'ouverture à la concurrence, ça n'a rien à voir avec le fait de fermer ou pas une ligne, ça reste un contrat de service public dans lequel les services sont décidés par la région. Vous reportez quand même ces décisions difficiles et douloureuses. Je dis aussi que pour répondre à tous les problèmes de mobilité de nos concitoyens, vous savez qu'un Français sur 4 a refusé un emploi ou une formation parce qu'il n'avait pas de façon de s'y rendre. Et dans des territoires peu denses, à côté d'un système ferroviaire qui va rester la colonne vertébrale de notre système de transport, il faut aussi développer des nouvelles formes de mobilité, il faut aussi prévoir des rabattements sur ces gares, et donc c'est un ensemble qu'on doit développer. Vous parlez des gares justement, Christophe. Moi j'ai une question parce qu'on n'en parle pas du tout, mais finalement les gares c'est un enjeu, quand il y aura la concurrence elles vont devoir affaire à plusieurs opérateurs, Et pourquoi est-ce qu'on les privatiserait pas? On a besoin d'argent pour justement faire des investissements sur les lignes, peut-être garder les petites lignes, aider les régions, pourquoi ne pas privatiser les gares? Les gares, il y a besoin de... Ça vous fait rire? Oui, ça me fait rire pour les auditeurs. Ça me fait rire parce que, franchement, vous avez vu que quand on a des sujets qu'on pense qu'on doit ouvrir, on les ouvre. Donc, je voudrais dire à tous ceux qui pensent qu'on a des projets cachés, des plans cachés, que ceux-ci préparent cela, que quand on a quelque chose à dire, on le dit. Et on a dit clairement, il n'est pas question de privatisation. C'est ce que dit Alexis Corbière, c'est ce que dit la France Insoumise, que vous préparez la privatisation de la SNCF à l'image de ce qui s'est passé en Angleterre où le service est de moins bonne qualité qu'en France. Non mais je comprends qu'à chaque fois qu'on lance une réforme, certains puissent nous dire « mais vous avez des plans cachés ». On peut quand même nous donner le crédit que quand on veut mettre des sujets sur la table, on les met. On a mis des sujets sensibles sur la table dont on aurait dû parler depuis des années. L'ouverture à la concurrence, il est sur la table. Donc ils font de la politique et vous gérez les problèmes, c'est ça que vous leur dites? Non, je dis simplement qu'on peut au moins nous donner le crédit que quand on veut parler d'un sujet, quand on a un sujet à ouvrir, on le met sur la table. Et donc la privatisation, il n'est pas question de privatisation. On a besoin d'investir dans les gares. Les voyageurs attendent des meilleurs services. Et donc tout le sujet, c'est comment on va mettre des ressources publiques, mais quand on met des ressources publiques, on est aussi en droit de se dire qu'on veut que chaque euro investi le soit le plus efficacement possible. Pour vous ? C'est absolument pas une bonne méthode. Donc, les sujets, vous voyez que quand on a envie de les ouvrir, on les met sur la table. En l'occurrence, personne ne parle de privatisation. On veut une société nationale à capitaux publics parce que ça permet d'envisager, et c'est peut-être un peu compliqué pour vos auditeurs, parce que ça permet d'envisager une SNCF plus unifiée. Aujourd'hui, on a 3 structures qui ne sont pas reliées, et avec une transformation du statut de ces entités, on veut une SNCF plus unifiée et moins cloisonnée. La méthode, maintenant. Oui, puisque vous savez ce que vous voulez, pourquoi est-ce que vous ne passez pas par un projet de loi classique? Pourquoi ces ordonnances qui semblent tant fâcher les syndicats? On sait ce qu'on veut sur le cadre. Mais qu'est-ce qu'on nous aurait dit si on avait mis sur la table un projet de loi tout ficelé? C'est quasiment ça. Non, on va passer par un projet de loi d'habilitation parce que ça donne du temps à la discussion. Et je vous dis, on aurait mis un projet de loi tout ficelé, concerté avec personne sur la table, qu'est-ce qu'on nous aurait dit? Donc la méthode, elle est simple, c'est 2 mois de concertation, 3 mois de débat parlementaire. À chaque fois qu'on a avancé sur un sujet dans la concertation, alors les dispositions sont mises dans le projet de loi et ça permet d'avoir le débat sur les dispositions définitives dans le projet de loi. Donnez-nous un exemple fort d'un point soumis à la concertation sur laquelle vous pourriez bouger. Mais moi je vous ai dit, sur les date d'ouverture à la concurrence, c'est entre 2019, 2023, voire au-delà pour un certain nombre de services. Et bien, ceci fait partie des points dont on peut parler. Mais on ne repousserait pas l'ouverture de la concurrence. C'est savoir quand est-ce qu'on y va jusqu'à la date butoir. On a la possibilité, pour certains services particuliers, d'avoir une ouverture à la concurrence plus tard. Ce sujet, il fait partie de la concertation. Est-ce que vous jouez un peu sur l'impopularité de la SNCF aujourd'hui aussi, Madame la Ministre, en allant
aussi vite, aussi loin. Vous savez que nos concitoyens ne sont pas toujours contents, satisfaits du service, des retards. Et vous dites que c'est le beau moment parce qu'il y a eu des dysfonctionnements à répétition et que l'opinion est mûre. Ces retards, ils nous montrent qu'on a besoin d'une réforme de la SNCF. Qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été trop longtemps différés, qu'il faut ouvrir aujourd'hui. Et cette réforme, on la lance, et moi je la porte, parce que je veux un meilleur service public ferroviaire, et je veux une SNCF plus efficace, moins cloisonnée, préparée. Efficace, madame. Si on se fie aux derniers résultats, 1,333 milliard d'euros de bénéfices, multipliés par 2,3. Et on a l'impression que vous avez sous-estimé volontairement ces bons chiffres. Même Guillaume Pépi a lui dit, alors qu'on ne pouvait attendre autre chose d'un patron avec de tels chiffres, que c'était un artifice comptable. Est-ce que c'est pas aussi une manière de réinterpréter la réalité ? Écoutez, il y a en effet des effets comptables. Il y a aussi le fait que le trafic a augmenté en 2017, ce qui montre que les Français ont besoin de transport ferroviaire. Mais il ne faut pas non plus que ce soit l'arbre qui cache la forêt. La dette, elle reste, 50 milliards de dettes, elle continue à se creuser de 3 milliards d'euros par an. Et demandez aux Français s'ils pensent que rien ne doit changer. Et je pense même demander aux cheminots, y compris les cheminots qui sont face à des voyageurs exaspérés quand il y a des incidents, s'ils pensent qu'on ne doit rien changer. Mais on a l'impression que votre réforme va tout changer, qu'elle va supprimer tous les retards. Et tous les dysfonctionnements. L'objectif de la réforme, c'est bien un meilleur service public ferroviaire. Mais je ne suis pas très fort en économie, mais comment on peut augmenter la dette de 3 milliards par an en ayant 1,3 milliard de bénéfices ? Il y a des investissements que la SNCF ne parvient pas à financer aujourd'hui. Et il ne s'agit pas de faire moins d'investissements. Vous l'évoquiez, 36 milliards d'euros d'investissements. Aujourd'hui, le système n'arrive pas à financer les investissements dont il a besoin. Alors, juste une question quand même sur la méthode encore. C'est Édouard Philippe qui est donc à la tête du gouvernement. Édouard Philippe avait pour mentor politique Alain Juppé. Pourquoi réussiriez-vous aujourd'hui ce que le Premier ministre Alain Juppé n'avait pas réussi en 1995 ? Moi, je vous dis qu'on avance dans une méthode dans cette démarche avec beaucoup de concertation, que je pense que les Français attendent une réforme de la SNCF. Et je pense que les cheminots sont aussi conscients qu'il faut changer des choses. Quand moi j'entends un cheminot qui me dit... c'est pas ce que disent les cheminots qu'on entend partout. D'accord, mais écoutez, moi j'entends aussi des cheminots qui me disent, quand je remonte une information, par exemple, je vois une branche sur une caténaire, on sait que ça va faire tomber la caténaire, que ça va arrêter les trains, je remonte l'information à mon chef, il se passe rien. Le cheminot, vous pouvez lui expliquer que c'est parce qu'il est à SNCF Mobilité et que ça relève d'SNCF Réseau, lui il a envie que ça marche. Mais alors par exemple... Donc je pense que les cheminots, ils ont aussi envie que ça marche. Vous avez vu que dernièrement, il y a eu un fait divers qui aurait pu être dramatique, une éclisse qui était rentrée dans un train TER, qui était là sur la voie. Est-ce que, par exemple, la réforme de la SNCF va permettre d'éviter ce genre d'incident ? Je vous dis que c'est une réforme globale dans laquelle on va mettre la priorité à l'entretien, à la modernisation du réseau, qui a été pendant des années négligé, sacrifié au profit des lignes à grande vitesse. Et ce que vous évoquez, c'est un défaut d'entretien. Et donc, on va mettre de l'argent dans la SNCF, dans le service public ferroviaire, pour avoir un réseau qui réponde aux attentes des Français. Christophe Jacubizzi. Je voudrais vous parler d'une autre réforme, puisque le gouvernement réforme tous azimuts. Muriel Pénicaud, votre collègue du Travail, a annoncé vendredi les grandes lignes de la réforme de l'assurance chômage, avec notamment la fin du chômage pour tous les démissionnaires, puisque c'était une promesse du président d'offrir à tout le monde la possibilité, en démissionnant, de bénéficier du chômage. En fait, non. Il faudra avoir un projet d'entreprise ou de reconversion qui sera validé par une commission, donc très bureaucratique. En gros, 20 à 30 000 personnes devraient pouvoir en bénéficier tous les ans, contre 1 million de démissionnaires chaque année. Est-ce que c'est le premier renoncement d'Emmanuel Macron ? Elisabeth Borne. Écoutez, je pense que le sens, c'est bien celui qu'avait indiqué le président de la République, c'est de permettre aux gens de choisir leur parcours professionnel. Vous me dites, on aurait pu l'ouvrir plus largement. Jusqu'à présent, c'était tout simplement pas ouvert. Mais 20 000 personnes concernées par an, c'est très peu. Moi, j'ai pas les chiffres. Ce que je vous dis, c'est que quand on démissionne pour porter un projet professionnel, alors on doit être accompagné, et c'est bien le sens de ce qu'avait annoncé le président de la République. Uniquement si on a un projet de création d'entreprise et de reconversion. C'est pas uniquement si on a un projet de création d'entreprise, c'est
on voit bien que ça ne peut pas être tous les jours on démissionne et on rebénéficie d'une assurance chômage. Ouais. Donc il y a un cadre qui est défini, qui est un progrès par rapport à la situation actuelle, qui n'est pas aussi restrictif que ce que vous disiez et qui permet aux gens d'avoir des parcours professionnels, et c'est bien l'objectif du gouvernement. Vous voulez toujours privatiser Aéroport de Paris, le gestionnaire de Roissy et d'Orly ? Je n'ai pas entendu qu'on ait annoncé la privatisation d'Aéroport de Paris. Ça ne se fera pas ? Le gouvernement a annoncé qu'il réfléchissait à des cessions de participation pour un objet bien simple, de financer l'innovation dont notre économie a besoin. Ensuite, on regarde au cas par cas, et pour l'instant, aucune décision n'a été prise. Le ministre de l'économie semble assez favorable à l'ouverture du capital d'Aéroport de Paris. Le capital est déjà ouvert. L'extension. Donc, de toute façon, tout ceci relève de la loi. Ce qui est important aussi, c'est un actif vraiment stratégique, Aéroport de Paris, pour les connexions entre la France et le reste de la planète. Donc, de toute façon, ça ne peut se faire que par la loi, et de toute façon, le rôle stratégique d'Aéroport de Paris sera... Est-ce que c'est trop stratégique pour être privatisé, pour parler de choses Le contrôle d'Aéroport de Paris, sa régulation, le fait que les investissements dont on a besoin soient réalisés, c'est distinct de la propriété du capital. Mais je vous dis, la décision n'est pas prise. On a en plus une entreprise cotée, donc c'est pas le genre de débat qu'on peut avoir sur les plateaux. ADP devra rester français. L'aéroport de Toulouse a été cédé, était sur le point d'être cédé complètement aux Chinois. Le gouvernement a fait machine arrière ces derniers jours pour vendre les dernières parts qui rendraient les Chinois majoritaires, le consortium chinois. Est-ce que vous souhaitez qu'ADP reste français ? Il y a des très beaux investisseurs en France dont je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas comme être Vinci, par actionnaires. Il y en a d'autres. Mais vous souhaitez que ADP reste français ? C'est un actif stratégique, voilà. Mais pour reprendre l'exemple de Toulouse, pourquoi est-ce que l'État n'a pas voulu céder ses parts à des Chinois ? Il y a une forme de patriotisme économique là-dedans ? C'est une discussion qui a lieu avec les collectivités qui sont directement concernées. Les collectivités ne souhaitaient pas que ces parts soient cédées, et donc on entend les collectivités. Voilà, c'est dans ce sens que l'État ne cédera pas ces 10%. Alors, une autre question concernant les infrastructures. Le Conseil d'orientation des infrastructures, une commission qui est composée d'élus et d'experts, a proposé il y a peu de temps des scénarios d'investissement dans les transports pour les 20 prochaines années. Vous avez sur la table, Madame la Ministre, 3 scénarios à 48, 60 et 80 milliards d'euros. Quelle option avez-vous choisi pour les 20 prochaines années ? Est-ce que c'est un de ces 3 chiffres ? C'est important parce que ça concerne des choses très concrètes, c'est-à-dire des voies, des autoroutes supplémentaires pour les Français. Alors d'abord, la décision n'est pas prise, mais pour illustrer, il y a un scénario, le plus bas, qui serait le maintien des ressources actuelles. Il y a un scénario, le plus haut, où on considère qu'il n'y a pas de contraintes et qu'on aura toutes les ressources possibles. Et puis il y a un scénario qui... intermédiaire. Voilà, présenté comme ça. Qui me semble une base intéressante de travail à 60 avec les collectivités. Moi, j'ai croisé aucun élu qui préconise le scénario 1. Je pense que ce qu'il faut voir quand même derrière ces travaux, c'est que c'est aussi une nouvelle façon de voir les investissements dans les transports. Pas que des TGV et des autoroutes, mais aussi les investissements de la vie quotidienne qui apportent un service à tous les Français dans tous les territoires. Vous avez choisi la solution en même temps ou entre deux, car 60 milliards visiblement. Est-ce que pour financer ces infrastructures et ce plan, le rapport Duron préconise une vignette pour les poids lourds et les véhicules de livraison ? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ? Alors, si on choisit en effet le scénario 2, il faut des nouvelles ressources. Je pense que c'est aussi toute la cohérence de l'action qu'on a, ce qui n'a pas été le cas par le passé, où on a pu promettre des tas de projets sans savoir comment ils sont financés. Là, on met sur la table que quand on veut certaines infrastructures, il faut se donner les moyens de les financer. Une écotaxe ? Et moi, j'ai eu l'occasion de le dire, que je pense que les poids lourds, notamment les poids lourds en transit sur notre territoire. Et je pense que beaucoup de Français qui voient passer sur les routes nationales des files continues de camions voient de quoi je parle, que les poids lourds qui génèrent des besoins d'investissement doivent participer au financement de nos infrastructures. Les poids lourds étrangers ? Les poids lourds, notamment, vous savez, 90% du transport routier international en France n'est pas fait par des entreprises françaises. On rebranche les portiques ?
Je le dis clairement, il ne s'agit pas d'ouvrir une nouvelle page du feuilleton de l'écotaxe. Donc on réfléchit. Mais ça peut être une vignette. Et on le fera avec les transporteurs routiers, avec les professionnels, à une façon de faire participer. Madame Borne ? C'est des décisions qui doivent être prises dans les mois qui viennent. Donc d'ici la fin de l'année, il pourrait y avoir une vignette pour les poids lourds. On en va en discuter avec les professionnels routiers. Alors, Marie-Pierre Haddad nous a rejoint à nouveau pour d'autres questions des internautes, des spectateurs et auditeurs. Oui, et cette fois-ci, c'est les utilisateurs de la RATP qui sont en colère et donc ils l'expriment sur les réseaux sociaux. En début de semaine, une femme enceinte a pris un couloir de métro en sens interdit pour faire sa correspondance à la station Concorde. En fait, elle voulait gagner du temps et elle est tombée sur des contrôleurs de la RATP et elle a dû payer 60 € d'amende. Et l'abonnement mensuel de métro est de 75 € par mois quand même. Donc vous avez été PDG de la RATP en 2015. Est-ce que vous comptez faire quelque chose pour aider cette femme ? Alors, comme vous le soulignez, je ne suis plus PDG de la RATP, mais je suis persuadée que Catherine Guillouard, qui m'a succédé, saura prendre les bonnes décisions face à la situation. Non, mais vous trouvez que c'est un excès de zèle ? Je pense que, voilà, c'est peut-être un peu un manque de recul sur la situation de cette dame, oui. Et quand on paye, par exemple, 35 € d'amende parce qu'on n'a pas validé son titre de transport et là, maintenant, 60 €, est-ce qu'il faut revoir la tarification, d'après vous ? Est-ce que c'est pas trop ? Des amendes, du montant des amendes. Enfin, vous savez qu'il y a quand même beaucoup de fraude dans les transports en commun, et je pense que tous ceux qui payent leur titre attendent de nous qu'on soit exigeants, qu'on mette des sanctions pour ceux qui ne les payent pas. Autre question, Marie-Pierre Haddad. Oui, cette fois-ci, c'est sur la limitation à 80 km/h. Sur Facebook, Laurent dit « Je n'ose imaginer toutes les dépenses pour enlever tous les panneaux de signalisation 90 et à poser à la place 80. Combien ça va coûter de changer tout ça ?» C'est, je crois, 2-3 millions d'euros et c'est pris en charge par l'État. Et vous avez, sur tous ces sujets, Madame la Ministre, la confiance totale du Premier ministre. On a eu l'impression que sur la SNCF, il avait pris la main, Édouard Philippe. Vous savez, je pense que c'est une réforme. Tout le monde aurait été peut-être un peu surpris que la ministre des Transports lance seule une réforme de cette ampleur. Donc, évidemment, le Premier ministre Vous avez peur totalement des semaines qui viennent ? Comment vous les Moi, appréhendez ? je vous dis, je porte avec conviction une réforme dont je suis persuadée qu'elle est indispensable pour répondre aux attentes des Français qui ont besoin de transport ferroviaire, dont je pense qu'elle est indispensable pour que la SNCF soit plus efficace, moins cloisonnée, réussisse dans l'ouverture à la concurrence, et dont je pense qu'elle est indispensable pour les cheminots, pour qu'ils soient bien préparés à l'ouverture à la concurrence et au métier de demain. Et Guillaume Pépi restera patron de la SNCF, ce que vous dites. Oui, le Premier ministre a bien indiqué qu'il avait la confiance du gouvernement. Marine Le Pen dit qu'il faut le virer, vous dites qu'il faut le garder. Le Premier ministre a dit que Guillaume Pépi avait la confiance du gouvernement. Merci beaucoup Elisabeth Borne, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi soir, événement exceptionnel sur RTL et LCI à 21h avec Guillaume Roquette et Arlette Chabot pour le grand débat PS. Les 4 candidats à la tête du Parti Socialiste seront face à face en direct sur nos antennes. La semaine prochaine à cette même place, c'est Olivier Bost qui officiera et il aura comme invité Virginie Calmels qui conclura donc cette semaine consacrée aux femmes sur RTL. Très belle semaine à tous et à très bientôt.